Ambition, c'est votre nouvelle émission que vous propose la chaîne Dieurope TV. Vous êtes jeune, chef d'entreprise, homme politique, leader d'opinion, porteur de projets, innovateur et inventeur. Cette émission est faite pour vous. Ambition est une émission qui vous offre un espace de dialogue pour décliner vos ambitions, vos rêves, pour changer des vies au service du développement de notre pays, le Sénégal. Ambition, le don de soi pour le Sénégal. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre sur la chaîne Dieurope TV, la chaîne des valeurs et du développement. Nous avons le plaisir de vous revenir pour un autre numéro de votre émission Ambition. Ambition, une émission qui vous offre un espace de dialogue, décline vos rêves et vos ambitions. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir en invitation Monsieur Théodore Ndiaye, socio-économiste, puisqu'il est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Bonjour, Monsieur Théodore Ndiaye. Bonjour, Monsieur Diouf, et je suis très ravi d'être votre invité à ce jour. Et bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour une brève présentation de votre parcours, qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs qui vous regardent sur Dieurope TV? Je voudrais d'abord, comme je l'ai dit tantôt, vous remercier pour l'invitation et dire combien je suis très honoré de répondre à vos questions. En guise de présentation, je dirais que je suis Théodore Ndiaye, je suis un jeune Sénégalais, je suis socio-économiste de formation et je suis chercheur aussi à l'Institut pour la paix et la sécurité sur les questions liées à la gouvernance du secteur de la sécurité, globalement à la démocratie, à la paix. Et je suis acteur de la société civile et m'implique sur toutes les questions liées au développement économique et social de façon globale. Et de façon globale? Oui, de façon globale. Que signifie l'économie sociale et solidaire, Monsieur Ndiaye? Pour faire simple, je dirais que l'économie sociale et solidaire, c'est des activités économiques et des activités sociales. Maintenant, nous sommes tous d'accord qu'actuellement, beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas la loi d'orientation sur l'ESS, qui quand même nous permet de mieux comprendre ce que l'ESS et la finalité économique, la finalité sociale, la finalité environnementale, mais aussi le dynamisme entrepreneurial basé sur la gouvernance participative. On ne peut pas faire de l'ESS sans des activités économiques, tout comme les activités économiques à elles seules ne suffisent pas pour faire de l'ESS. Donc il faut et des activités économiques et des activités sociales, mais il faut aussi une gouvernance participative. C'est toute la différence avec l'économie classique ou mercantiliste telle que nous le connaissons. Et je crois avoir dit dans beaucoup de plateaux que le Sénégal gagnerait à être le leader africain sur les questions d'ESS parce que nous avons tout ce qu'il faut du point de vue historique, mais également du point de vue culture pour être le leader de l'ESS ici en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de façon globale. Et qu'est-ce que vous entendez par gouvernance participative? La gouvernance participative dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ou dans beaucoup d'autres secteurs, c'est que c'est des critères. Je te donne juste un exemple pour vous aider à mieux comprendre la gouvernance participative dans le secteur de l'ESS. Dans une entreprise capitaliste, par exemple, chacun a a des actions. Et à la fin de l'exercice, les comptables, peut-être, j'espère qu'on dit existe comptable, mais en tout cas, à la fin de l'année, les gens se divisent les bénéfices, les dividendes. Et c'est celui qui a apporté beaucoup plus d'apport en termes d'argent ou en termes de participation qui a le plus d'argent, qui gagne le plus. Alors que dans l'économie sociale et solidaire, même si on décide de créer une coopérative et que moi j'ai apporté 500 francs, vous 1000 francs et le caméraman 500 francs, son frère 100 francs, l'autre un bœuf, l'autre un mouton, quelle que soit la quantité de l'apport, quelle que soit
l'importance en termes pécuniaires de ce que tu as apporté, nous avons tous le même droit, chaque personne une voix. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as plus apporté que tu as plus de décisions ou tu as plus d'autorité sur l'entreprise. Mais la gouvernance est partagée entre tous les acteurs, entre tous les membres, que ce soit une association, que ce soit une coopérative, que ce soit une mutuelle, que ce soit une entreprise sociale et solidaire. Tous les membres ont le même droit, une personne, une voix. Donc la gouvernance est partagée, elle est participative à tous les membres. Donc, vous voulez dire que même si vous avez apporté plus, voilà quoi, voilà, après le partage, ça sera en part égale. Oui, et ce qui est plus intéressant, surtout pour mieux corriger les inégalités du Sénégal, les inégalités sociales, ou tout comme les inégalités économiques. L'ESS est le seul modèle économique qui, en tout cas à ce qui me concerne, qui devrait aider un peu à résoudre ces problèmes liés à l'eau, à l'assainissement, à la santé, à l'éducation et à la formation. D'ailleurs, j'avais suggéré il n'y a pas longtemps que dans chaque ministère, qu'il y ait un volet ESS, parce que c'est le seul modèle économique que l'on peut retrouver, ou en tout cas que l'on peut mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité, même au ministère des Forces armées, au ministère de l'Éducation, au ministère de la formation professionnelle, au ministère des Finances, au ministère de la Famille, des Solidarités et du Genre. Donc, dans tous les ministères. Dans tous les ministères, on peut avoir un volet ESS pour corriger les inégalités, pour renforcer la justice sociale et pour également redonner à l'homme toute sa dignité. Parce que l'ESS est le seul modèle économique qui a pour mission de redonner à l'homme toute sa dignité, toutes ses prérogatives, mais également le bien-être qu'il avait perdu dans le temps. Et quel est l'impact de l'économie sociale et solidaire sur le territoire national, M. Ndiaye? J'avoue que le Sénégal a fait beaucoup d'efforts sur les questions d'économie sociale et solidaire. Et c'est le moment aussi pour moi de reconnaître les efforts du gouvernement précédent, Macky Sall et son régime, qui ont créé le ministère de l'économie sociale et solidaire. C'est leur mérite. C'est eux qui l'ont créé. Maintenant, après ça a évolué, l'actuel régime, j'avoue que c'était le seul candidat qui avait pris en considération la question de l'ESS et s'était engagé davantage à le rendre beaucoup plus conquérant et beaucoup plus, disons, impactant du point de vue social et sociétal. Et Macky Sall, même s'il l'avait créé, j'avoue aussi qu'il n'avait pas une politique d'économie sociale et solidaire. Il l'avait créé avec tout ce qui va avec. La loi d'orientation également, c'est avec lui que ça a commencé. Mais l'actuel régime, quand même, a eu l'ingéniosité, justement, d'avoir une politique sur l'économie sociale et solidaire. Et quand il a fallu, disons, contribuer techniquement à l'élaboration de cette politique, nous l'avons fait avec le ministre, que je salue au passage, qui est très ouvert d'esprit. Et avec maintenant la nouvelle lettre de politique sectorielle de l'économie sociale et solidaire, qui prend en considération vraiment tous les acteurs, je suis vraiment très enthousiaste et très, comment on appelle, très inspiré par cette lettre de politique sectorielle, espérant justement que le ministre continuera de poursuivre les concertations, mais également impliquer l'ensemble des acteurs pour faciliter surtout l'accès au financement, l'accès aux opportunités à tous les acteurs de l'ESS du Sénégal. Et de quel ministre parlez-vous? Je parle du ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, dirigé par Dr Alioune Badara Diallo. Voilà, vu qu'il est associé à la microfinance, l'économie sociale et solidaire. Oui, c'est une partie de la microfinance. Vous entendez parler des AVEC, vous entendez parler des AREC, bien sûr. Vous entendez parler des Grameen Bank, qui est l'initiative de Mohamed Yunus de Bangladesh. Donc tout ça, c'est la microfinance en réalité. Vous entendez parler du Crédit Mutuel du Sénégal, de Baobab, de microcrédit, tout ça, c'est des institutions de microfinance, c'est des instruments sur lesquels on peut s'appuyer pour booster le domaine, ou en tout cas le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire cible qui? Tout le monde. L'économie sociale et solidaire en particulier la jeunesse ou bien? Non, en particulier tout le monde, sans exception. Je l'ai dit, c'est le seul modèle économique que je connais qui ne fait pas de différence d'âge, d'ethnie, de religion ou de race. Tout le monde peut trouver son compte. Comme disait un de mes profs, celui qui m'a encadré quand je faisais ma spécialisation sur l'ESS à la FLEPS Paris,
qu'il y a à manger et à boire pour tout le monde dans l'économie sociale et solidaire. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous diriez à ces gens qui pensent que l'économie sociale et solidaire est faite seulement pour les femmes? C'est une compréhension pour moi très maladroite. Mais c'est le moment également de dire tout mon amertume sur les gens qui mettent tout ce qu'ils veulent sur l'ESS. Ils confondent activité économique, activité sociale, les finalités. Ils pensent que tout ce qui n'est pas de l'économie classique est de l'économie sociale et solidaire, ce qui est archi faux. Donc, c'est le moment d'apporter des explications. Mais la loi d'orientation est là pour éclairer. Mais les gens ne connaissent pas la loi d'orientation, ou en tout cas n'ont pas lu la loi d'orientation. Il aurait dû falloir, je l'ai dit au ministre, traduire la loi d'orientation dans toutes les langues, en s'appuyant sur les radios communautaires, sur les médias classiques, ou même sur les médias comme vous, pour vraiment communiquer largement sur la loi d'orientation, afin que les gens puissent vraiment se faire une idée très normale, ou en tout cas une idée solide sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire au Sénégal, qui sont les acteurs, quelle est la mission de l'ESS, quels sont les objectifs, quels sont même les projets, les initiatives déjà mises en place pour renforcer l'économie sociale et solidaire. Mais si ce n'est pas fait, des gens comme des Peuls ou des Diola peuvent se lever au beau jour pour dire voilà ce qu'est l'ESS, voilà ce qui est pour moi archi faux. Alors que tout est écrit sur la loi d'orientation. Et même sur la loi d'orientation, il est bien mentionné que même des associations peuvent faire de l'ESS si toutefois elles répondent aux critères. Et surtout avec les coopératives. Les coopératives, d'ailleurs, c'est le moment également de rappeler que le Premier ministre, je crois, a lancé un projet pour renforcer ou en tout cas créer 10 000 coopératives. Et ce qui permettra justement de créer des centaines et des centaines d'emplois, mais des emplois décents. Parce que l'objectif de l'ESS également, c'est de créer des emplois, mais des emplois décents. Il ne suffit pas de faire travailler les gens, mais dans le travail, qu'ils regagnent toute leur dignité, qu'ils aient un bien-être comme tous les autres qui travaillent dans d'autres secteurs. Et je crois que cette initiative de créer 10 000, ou je ne sais pas si c'est 10 000 ou 1000, en tout cas coopératives, devrait participer justement à la lutte contre même le chômage et même la migration irrégulière. J'avais publié il y a, je crois, un an, un article que j'avais intitulé « La migration irrégulière, l'économie sociale et solidaire, une réponse à la migration irrégulière ». Et j'estime que, justement, on peut s'appuyer sur l'ESS pour lutter contre la migration irrégulière. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur cet article-là? Oui, en fait, je suis revenu déjà sur ce qui est la migration, sur ce qui est la pauvreté. Parce qu'il faut savoir que l'une des missions également de l'ESS, c'est de lutter contre la pauvreté. C'est toutes les questions liées à la vulnérabilité économique et sociale. Et surtout avec les zones rurales. Oui, les zones rurales, mais l'ESS, on peut le faire partout, que ce soit en zone rurale, que ce soit en zone urbaine. L'essentiel, c'est de faire d'abord ce qu'on appelle le diagnostic des potentialités de chaque territoire. Parce que ce qui peut marcher à Fatick ne peut pas marcher en Casamance. Ce qui peut marcher à Ziguinchor, à Kédougou, peut ne pas marcher à Saint-Louis. Donc, il faut commencer par le diagnostic des potentialités de chaque territoire, d'étudier quel modèle économique et quel modèle économique l'homme peut installer dans telle localité pour avoir tel résultat, avec quel acteur, avec quelles ressources, avec quelle matière. Je crois que c'est ça aussi l'enjeu. Le ministre l'a compris, surtout avec, je crois, celui Moussa Bala Fofana qui est chargé des questions liées au développement local. Et c'est ça qu'il faut, je crois, une synergie entre l'ensemble des ministères, justement, pour travailler pour le bien-être de l'ensemble des Sénégalais, en s'appuyant sur des mécanismes ou des instruments déjà créés, comme l'ESS, avec tout ce qu'il y a comme opportunité. Là, en 2023, Dakar a accueilli le 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que cet événement de grande envergure a apporté à la du secteur? Je crois que le Forum de Dakar a quand même fait un succès sans précédent, vraiment. Et la ville de Dakar, c'est le moment de les féliciter tous, Barthélémy Diaz et son équipe. Je crois qu'ils ont vraiment réussi à organiser le forum de Dakar avec l'ensemble des partenaires qui étaient là, et on se prépare aussi pour le forum de Marseille en septembre 2025. Ça sera cette année en France, à Marseille précisément. Et c'est pas évident quand même d'organiser ce forum-là. Je sais que le Sénégal était très bien placé vu déjà les réalisations du régime précédent sur cette question. C'était un réel succès et ça d'ailleurs a abouti à beaucoup d'autres initiatives
comme le mouvement des jeunes sur l'ESS, dont j'ai eu l'honneur de modestement de coordonner jusqu'en passé très récent. J'étais le coordinateur de ce mouvement national des jeunes sur l'ESS. Et ça aboutit également à un livre blanc sur l'ESS avec l'ensemble des acteurs. C'est le moment de saluer Mamba Soare, Sobel Aziz Ngom et tant d'autres jeunes qui ont contribué à élaborer ce livre blanc-là, que j'ai eu même la chance de remettre main à main à l'actuel ministre pour justement qu'il intègre tous ces éléments-là dans la politique sur l'ESS. Donc le Forum de Dakar a vraiment aidé beaucoup d'acteurs et beaucoup de jeunes parce qu'ils avaient recruté des jeunes volontaires. Et ça a permis à ces jeunes-là non seulement de s'engager sur les questions de l'ESS, mais de dupliquer un certain nombre d'initiatives qu'ils ont vues dans leur localité. Et ce livre blanc-là, qu'en est-il réellement? Qu'est-ce que vous voulez comprendre du livre blanc, par exemple? Tantôt vous avez dit que le forum mondial de Dakar a permis des coopératives comme des jeunesse et vous avez écrit aussi un livre blanc-là. Est-ce que pouvez-vous revenir un tout petit peu sur ce livre blanc-là dont vous parlez? Du livre blanc. Effectivement. Non, le contenu, c'est trop vaste. Je vais justement quand même dire... Mais c'est juste... une idée de ce livre. C'était justement pour montrer ce qui est fait sur l'ESS, ce que nous avons déjà fait et ce que nous voulons faire. Donc, avec 15 recommandations. Et je crois que ce qui est plus important dans ce livre blanc, c'est les recommandations. Et nous avons tout fait pour remettre ces 15 recommandations au ministre. Et les recommandations, déjà, il y avait la question de l'accessibilité au financement, la question de la communication également sur la loi d'orientation et tant d'autres. Mais jusque-là, le problème lié à l'accès au financement n'est pas encore totalement résolu. Et je crois que le ministre aussi, c'est un défi en tout cas qu'il doit relever, l'accès au financement, mais également la facilitation des procédures pour obtenir un financement. Un financement. Donc c'est le financement qui cause problème. Oui, le financement, mais pas que le financement. Le financement, mais des compétences également techniques, surtout sur les questions de gestion financière. Parce que, je l'ai dit à l'entame, il faut des activités économiques, des activités sociales. Donc, l'ESS, c'est une activité économique et sociale. C'est-à-dire qu'il faut une activité économique à vocation sociale. Mais si tu n'as pas de financement, tu ne peux pas faire une activité économique. Mais le financement ne suffit pas pour faire de l'économie sociale et solidaire. Donc, il faut les deux en même temps. Une bonne assise économique, financière, pour une finalité environnementale ou bien pour une finalité sociale. Et je crois que le ministre l'a très bien compris. Je l'avais dit tout dernièrement lors du dialogue où j'ai parlé au nez des jeunes qui étaient présents, que l'ESS tient son nom. Parce que quand même, il a une certaine maîtrise de cette question. Et je crois qu'avec lui, l'ESS a de meilleurs lendemains. Récemment, on parle des politiques publiques, c'est-à-dire la vision Sénégal 2050. Comment ce référentiel peut-il contribuer au développement de l'économie sociale et solidaire? Je crois qu'il ne revient pas au référentiel de contribuer au développement de l'ESS, mais aux hommes qui incarnent le référentiel. Je crois que c'est là aussi c'était la nuance. Parce que le Sénégal, comme on a toujours eu d'excellents documents de politique publique. Mais le problème, ce n'est pas les politiques publiques, mais les hommes qui mettent en œuvre les politiques publiques. On sait écrire, mais on ne sait pas travailler de façon très sérieuse. Donc c'est le moment de travail. C'est le moment de travailler et d'arrêter de parler. Les gens ont trop parlé pour ne rien dire. Ceux qui savent parlent, ceux qui ne savent pas parlent, ceux qui sont médiocres parlent, ceux qui sont nuls parlent, ceux qui sont ignorants parlent, ceux qui ne savent rien parlent. Ça veut dire qu'ici, tout le monde parle pour ne rien dire. Ou bien parler pour insulter, parler pour dénigrer, parler pour jalouser, parler pour mentir, parler. Mais si c'était uniquement travail, le Sénégal a toutes les ressources nécessaires pour faire un excellent travail et être un hub au niveau africain parce que nous avons tout. Mais les gens parlent sans travail. C'est triste, mais c'est ça la vérité. Et vous pensez qu'avec ce référentiel, on peut y arriver? Comme je l'ai dit, le problème, ce n'est pas le référentiel. C'est les hommes. Effectivement. C'est les hommes. Parce que Macky avait un excellent PC. Le PC était excellent. On sait ce qui s'est passé par la suite. Il a beaucoup travaillé. Tu n'as jamais entendu de quelqu'un qui dit Macky n'a rien fait. Il a fait plein de choses. Des choses merveilleuses. Mais du point de vue immatériel, on n'en parle pas. Alors qu'il avait un excellent PC.
Il pouvait même faire plus. Ce référentiel aussi 2050, c'est la même chose. Le référentiel est excellent. Mais s'ils ne se mettent pas au travail, ça sera comme le PSE, qui sera bien, mais aucune réalisation. Il veut que les gens apprennent à respecter les citoyens. Il veut que les gens apprennent à travailler. Dans le silence. Le silence. Le silence parlant. C'est-à-dire que après, c'est les actions que les gens verront pour dire « Ah, voilà pourquoi ils se taisaient. Voilà pourquoi ces gens-là avaient opté pour le silence. Parce qu'ils étaient au travail. » Donc, quelle que soit la pertinence de la vision du Sénégal 2050, si les gens ne se mettent pas au travail, ça sera un excellent document sans valeur. Ok, c'est ça, ça sera un excellent document sans valeur. Sans valeur. Parce que la valeur du document réside sur la capacité des acteurs à le matérialiser sur le terrain pour un impact positif, pour le bien-être économique et social. La finalité de la vision Sénégal 2050, la finalité, c'est le bien-être. La finalité de la démocratie, c'est le bien-être. La finalité de la vie même, c'est le bien-être. Que ça soit ici le bien-être sur la terre, que ça soit le bien-être au ciel. Mais c'est le bien-être. Donc même si on a un excellent document et que les gens ne travaillent pas, ça ne vaut absolument rien dire. Et jusque-là, malgré il y a des efforts quand même qu'il faut reconnaître, mais il manque encore trop de choses qu'il faut voir, qu'il faut retravailler, qu'il faut reformuler, qu'il faut retravailler, qu'il faut corriger. C'est un gouvernement de rupture. Je suis bien très content quand je le vois, certaines initiatives comme celui qui concerne l'économie sociale et solidaire. Tout ça, c'est excellent. Parce que quand même, c'est nouveau. Devant une politique, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est très nouveau. C'est à féliciter, c'est à reconnaître. Mais que ça ne se limite pas à une politique. Que ça se matérialise sur le terrain. On va lutter contre la migration irrégulière qui n'est pas terminée, qui est loin d'être terminée. Et tu vois aussi des erreurs de communication passer par là, surtout dans ce domaine-là. Le coordinateur d'IBOS dit ceci, le secrétaire d'État chargé de la migration du Sénégal de l'extérieur dit ceci, l'ambassade, je crois, de l'Espagne dit autre chose finalement. Donc, il faudrait que les gens aussi soient vraiment sérieux dans la communication, dans le travail, dans le comportement et dans l'action, la rigueur. Un pays se développe dans la discipline. Il ne revient pas au chef de l'État, au premier ministre de développer ce pays. C'est à l'ensemble des Sénégalais de développer ce pays-là, parce que si le pays est développé, ça sera pour le bénéfice de tout le monde. L'économie sociale et solidaire, on en parle, mais il y a aussi d'autres terminologies, à savoir l'économie de marché, l'économie verte, l'économie numérique, l'économie circulaire. Quelle différence existe-t-il entre ces différents types d'économie? Je ne saurais dire la différence qui existe, parce que je ne suis pas spécialiste dans ces modèles économiques dont vous avez truqué. Ce que je peux dire, c'est que l'économie sociale et solidaire est le seul modèle économique, à ma connaissance. J'ai vraiment envie que quelqu'un me dise le contraire. Le seul modèle économique dont la mission est le bien-être de l'homme et de tout homme, et de tout l'homme. C'est le seul modèle économique. Et qui respecte le développement durable, qui respecte toutes les normes au niveau national comme au niveau international, et qui est dans la solidarité. Dans la solidarité, on parle de social et de solidaire. Et ça participe même à la stabilité économique, à la stabilité sociale, à la stabilité politique, à la stabilité même environnementale. Parce que l'ESS n'a même pas pour vocation de raser les arbres, de couper. Non, c'est même pas de la solidarité. Donc l'économie numérique, les spécialistes peuvent en parler. Je ne suis pas spécialiste dans cette question, mais je sais que nous, acteurs de ESS, c'est des activités économiques et sociales. Ça veut dire, comme je l'ai dit, une activité économique d'abord, ou en tout cas une vocation économique, avec des bénéfices, mais ces bénéfices ne sont pas faits pour être partagés, des dividendes. Tu dois l'injecter pour le bien-être de la communauté, d'où la finalité économique, la finalité sociale et environnementale. Comme son nom l'indique. L'ESS a deux finalités, une finalité sociale ou environnementale. Quand on dit environnemental,
vous savez ce quoi environnemental. Quand je dis social, vous savez ce que dit une finalité sociale. Maintenant, si d'autres économies, ces autres économies-là sont également dans ces domaines-là, peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il y a un autre modèle qui propose une finalité sociale, une finalité environnementale. Mais quand même, ils sont un peu liés. Liés comment? Comme quand on parle de l'économie numérique. Oui. L'économie numérique en général, ça tourne autour des TIC et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Non, on peut même faire de l'économie numérique, même l'intégrer dans l'ESS. Tout dépend de comment on va l'articuler. Je te dis, c'est transversal, on peut l'appliquer partout. Mais tout dépend maintenant de comment on va l'articuler pour garder l'aspect social et l'aspect environnemental. Tout comme l'économie verte ou l'économie circulaire. Mais tout dépend de comment l'intégrer dans l'ESS pour voir comment le rendre économiquement viable, socialement et environnementalement également utile pour la communauté. Je crois que c'est là où se situe l'enjeu. Mais si on ne peut pas le rendre socialement utile ou environnementalement important plutôt pour la population, on ne peut pas parler d'économie sociale et solidaire. Maintenant, si tu vois des jeunes qui peuvent initier des actions dans l'économie numérique, dont l'objectif justement est d'apporter une réponse sociale, une réponse environnementale à un problème qui est là, on peut les considérer comme des acteurs de l'ESS. Ça, c'est possible. Et voilà, vu que vous êtes un acteur du développement, et on ne peut parler de développement sans jeunesse, quel est votre regard par rapport à cette jeunesse? Nous avons quand même une jeunesse très dynamique, ce qu'il faut reconnaître. Et nous avons une jeunesse très dynamique. Moi, je suis pas d'accord quand les gens disent du mal sur la jeunesse. Il y en a après qui disent que les jeunes sont devenus maintenant très indisciplinés. Les jeunes sont maintenant insolents. Mais attends, eux, comment ils sont d'abord? Comment ils sont, les gens qui disent ça? Comment ils sont? Je crois qu'il faut toujours se mirer avant de juger l'autre. Comme disait un grand penseur, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil pour mieux voir la paille qui est dans l'œil de ton frère. Mais les jeunes qui sont indisciplinés aujourd'hui, justement, suivent des vieux qui aussi sont très peu disciplinés. Vous voyez? Donc, je crois que les jeunes, nous sommes une jeunesse très dynamique. C'est la raison pour laquelle on dit que l'environnement détermine l'individu. Mais exactement. Vous ne pouvez pas demander à des gens d'être disciplinés pendant que vous ne l'êtes pas. Il faut également être discipliné pour demander aux jeunes d'être disciplinés. Maintenant, ça ne veut pas dire que je dédouane les jeunes parce que je suis un jeune, non. Mais quand même, dans toute règle en exception, il y a des jeunes justement qui sont dans le déni total, qui sont dans l'indiscipline caractérisée. Tout comme il y a des vieux, des anciens, comme je les appelle, qui se comportent souvent aussi comme des gamins, comme des gamines. Ça ne veut pas dire qu'on doit les suivre là, on doit les suivre dans cette dynamique-là. Moi, je crois que nous sommes une société très dynamique et très également très innovante, avec des failles, bien évidemment. Moi, je ne veux pas rester comment on appelle, je ne veux pas rester nihiliste. Il y a de très belles choses. On a une jeunesse très dynamique. À côté aussi, il y a une jeunesse vraiment, une jeunesse qui ne veut rien faire, qui veut rester justement dans la facilité. Mais cette partie de la jeunesse ne doit pas quand même pousser à certaines personnes de dire du mal sur les autres jeunes, justement, qui sont quand même des exemples. Et il y en a plein qui sont des exemples, qui sont très travailleurs. On a une jeunesse très travailleuse, très dynamique et très innovante. Et de cette jeunesse-là également, il y en a qui ne le sont pas. Et ces gens-là, il faut également les aider, les accompagner, justement pour les aider à redécouvrir leur identité et justement à s'engager pour le développement. D'où l'objectif de l'économie sociale et solidaire. Oui, parce que même il y a le colonel qu'on a nommé il n'y a pas longtemps au service civique national. J'ai essayé de l'appeler, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et il m'a rappelé après, j'étais occupé, mais je vais le rappeler pour lui dire justement qu'on peut utiliser le service civique national pour participer justement au changement de comportement, au changement de mentalité, à l'éducation civique et citoyenne, au leadership communautaire, au leadership de service, au leadership transformationnel. Et il s'y connaît déjà, c'est un leadership transformationnel pour justement renforcer la tendance et aller vers une transformation systémique de la mentalité, disons, des jeunes du Sénégal. Je crois que c'est très bien possible. Ça permettra justement de déjà lancer les bases
disons, d'une économie sociale et solidaire qui sera justement partagée par l'ensemble des jeunes et qui trouvera également un terrain fertile dans le cœur de ces jeunes-là pour en tout cas aller vers des lendemains meilleurs avec les ressources déjà existantes dans le but de développer ces pays-là avec l'économie sociale et solidaire qui pour moi est le meilleur outil déjà pour lutter contre la pauvreté, la migration irrégulière, la déperdition scolaire et même toutes ces questions liées à la paix et à la sécurité. Et quelles sont vos ambitions pour cette économie-là? Ben, moi, tout ce que j'attends, c'est de matérialiser la lettre de politique sectorielle, qui est pour moi très important. J'invite même l'ensemble des acteurs à s'approprier de la lettre de politique sectorielle pour voir chacun dans quel domaine ou comment il peut s'impliquer, comment ça va se faire, qui va le faire, avec qui ça va se faire, avec quels moyens il faut le faire et avec quels jeunes aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui est très connu au Sénégal, quand tu travailles avec que les jeunes du parti, c'est que le résultat est toujours ce que l'on sait déjà. Donc c'est le moment de renverser la tendance, de permettre à tous les jeunes d'en profiter, parce que c'est l'argent du contribuable sénégalais. Les ministres également, c'est les ministres de la République du Sénégal, ce n'est pas les ministres d'un parti politique. Donc de ne faire aucune différence entre les jeunes et entre les femmes, mais de travailler avec tout le monde et sans exception. Et des ambitions politiques, vous en avez, vu que vous sillonnez le territoire national et que vous êtes beaucoup sollicité. J'avoue que je n'ai pas d'ambition politique. Et pourquoi pas? Je n'ai pas d'ambition politique, sincèrement, pour des raisons peut-être très personnelles. Ce que je peux quand même dire, c'est que de nature, je suis très libre. De nature, dans ma nature, dans ma tête, je suis très libre. Je suis récalcitrant aussi, même si je n'ai pas l'air, mais je suis très récalcitrant. Et moi, je n'aime pas qu'on me contrôle, je n'aime pas parler après quelqu'un viendra sortir un communiqué pour dire notre camarade de parti, on le rappelle à l'ordre. Non, non, non. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas m'engager en politique, en tout cas pour le moment, et je ne pense pas sincèrement m'engager en politique, même si un jeune ne dit jamais, jamais. C'est pourquoi je ne dis pas jamais. Je dis juste que je ne pense pas pour le moment. Mais j'avoue que je n'ai pas du tout envie, sincèrement, de m'engager en politique. Maintenant, l'avenir nous dira plus. Parce que ce que je constate des partis politiques, c'est que les gens changent très vite quand ils sont dans les partis politiques. Ils changent très vite. Souvent, tu rencontres une personne, sa vie militante engloutit sa dignité. L'avantage ou les largesses qu'il cherche engloutit sa discipline, sa foi, sa dignité, sa personne. Et surtout quand on est au pouvoir. Surtout quand on est au pouvoir. Moi, je n'ai pas envie d'aller à Sagne chez moi et que les gens ne me reconnaissent pas. Je n'ai pas envie de partir chez moi à Sagne et que les gens ont des difficultés pour s'approcher de moi. Je veux rester tel que je suis, vraiment, accessible à tout le monde, fréquentant tout le monde, et je suis très bien à l'aise comme ça. Maintenant, si le pays a besoin de moi, effectivement, je répondrai à l'appel, mais avec discernement et avec beaucoup de lucidité aussi. Mais pour le moment, quand même, je dis ce que je pense, j'alerte, je partage mes réflexions, mais je préfère m'en arrêter là, regarder la chose de loin que de rentrer en politique, parce que pour moi, c'est un terrain très glissant et qui change très vite les gens. Après, les gens ils deviennent d'autres personnes, commencent à développer des comportements asociaux, commencent à être insolents, commencent à être autoritaires, commencent à se faire passer pour des gens qui connaissent tout, qui connaissent tout, qui savent tout, qui ont déjà tout vu, tout vécu et qui sont au centre même du monde. Donc, ils développent de l'orgueil, vraiment de l'insolence inouïe. Et après, moi, je n'aimerais pas du tout vraiment être comme ça. Que Dieu m'en préserve. Une occasion aussi est de revenir récemment sur les propos du porte-parole du gouvernement, Moustapha Diacksare. Et que pensez-vous de ces propos sur la mort du défunt ministre des Finances? Bon, je pense qu'il a mal communiqué. C'était très maladroit. Un ministre porte-parole du gouvernement ne devrait pas traiter une affaire aussi sérieuse
avec cette légèreté-là. Il pouvait parler sans pour autant vraiment citer le nom du défunt Moustapha, paix à son âme, ni utiliser le mot a été tué. Bon, je pense peut-être qu'il s'est trompé de bonne foi, pas de bonne foi, mais peut-être qu'il s'est trompé. Mais je ne pense pas que vraiment qu'il était conscient de ce qu'il disait. Je pense, je peux me tromper, mais je pense que s'il était vraiment conscient de la gravité de ce qu'il dit, je ne pense pas qu'il va le dire. Et si on lui redonne le micro aujourd'hui, je pense qu'il ne va pas dire la même chose. C'est très grave. Un ministre, porte-parole du gouvernement, ne doit pas dire cela. Même si le procureur avait déjà fait un communiqué, je crois, pour dire autopsie, des trucs comme ça. Mais il n'a pas dit ce que le procureur a dit. Le procureur s'est limité à ça. Le procureur n'a pas dit qu'il a été tué. Le procureur a dit peut-être qu'il est mort dans des circonstances, peut-être qu'il mérite que l'on fasse une autopsie, des trucs comme ça. Mais lui, il a dit tué. Il a été tué. Donc, pour moi, c'est très grave quand même. Il doit peut-être repréciser sa pensée ou demander pardon à sa famille déjà et à l'ensemble des Sénégalais. Ou bien après, le président de la République, dans toute sa suprématie, pourra apprécier est-ce qu'il peut continuer à travailler avec lui ou est-ce qu'il va le démettre de ses fonctions. Parce que c'est des trucs qui sont pour moi très graves. Si réellement il ne s'est pas trompé et qu'il l'assume et qu'il le confirme, pour moi c'est très grave. Maintenant, s'il reconnaît que sa langue a fourché, ce que je pense en tout cas, je crois que c'est rien. On peut accepter que c'est une faute qui arrive à tout le monde. Chacun peut faire une faute pareille. Mais s'il confirme, c'est que c'est très grave et que le président doit le démettre de ses fonctions. Ah oui, c'est très grave, surtout quand on est porte-parole du gouvernement. Là, c'est le gouvernement qui est engagé. C'est pourquoi je leur ai dit, s'il accepte que sa langue a fourché, qu'il s'est trompé et que c'est une erreur qui peut arriver à tout le monde, je crois que pour moi, c'est des choses qu'on peut laisser passer. Mais s'il revient et qu'il dit qu'il confirme ses dires, c'est très grave, c'est très irresponsable et que le président doit le démettre de ses fonctions. C'est ça ma position. C'est ça, c'est votre position. Le mot de l'enfer, monsieur Théodore. Bon, vous remercier déjà pour la qualité de l'interview, de l'émission globalement, je vais dire. Remercier tous les téléspectateurs de Djouroup TV et remercier également tous ceux qui suivront ou regarderont, je ne sais pas le mot qui est plus adéquat à l'émission. Et vous dire toute ma disponibilité et toute ma gratitude également et vous souhaite plein succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Théodore Ndiaye. Nous étions avec monsieur Théodore Ndiaye, socio-économiste, puisqu'il est dans l'économie, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Je profite de l'occasion pour le remercier aussi le caméraman et surtout remercier tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers la chaîne numérique Djouroup TV. Je profite également de l'occasion pour souhaiter un bon Ramadan à la communauté musulmane et bon Saint-Temps de Carême à la communauté chrétienne. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Ambition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.